Je voudrais maintenant que l'on regarde le paragraphe 496 du mémoire Miletich, où il est dit que lorsque le général Miletich s'est rendu à Belgrade le 7 juillet 1995, tout ce qu'il pouvait savoir, c'était que le corps de la Drina devait séparer les enclaves de Srebrenica et de Jepa. Et que cette séparation n'impliquait pas le fait de prendre les enclaves, n'impliquait pas d'expulser la population. Le général Miletich pouvait par conséquent pas savoir que la population musulmane aurait pu se réfugier en masse à Potocari. Étant donné qu'il n'aurait pas pu savoir que la population musulmane se réfugierait à Potocari, il ne pouvait pas avoir su que des actes criminels auraient lieu. Our position during trial and in our brief. À l'évidence, d'après la position que nous avons prise au cours du procès et dans nos mémoires, je ne conteste pas de manière réelle la façon dont le quasi-alibi du général Miletich se trouvant à Belgrade du 7 au 11. Supposons que cela ait été prouvé, juste pour pouvoir en discuter. Au fin de la discussion, lorsque le général Miletich est parti pour Belgrade, voilà ce qu'il savait. Il savait que la VRS avait pris Jeleni Zadar en ayant expulsé les Néerlandais par de l'artillerie le 3 juin en prenant le point au Pecho. Il savait que Krivaïa 95 était en cours. Il savait que l'attaque Krivaïa 95, le plan visant à séparer et à restreindre les enclaves qui allaient créer des désastres humanitaires dont il savait trop bien qu'à son tour ça créerait des conditions en vue de l'élimination des enclaves, ce qui est explicitement demandé dans le plan Krivaïa 95. Il savait, lorsqu'il est parti pour Belgrade, que Krivaïa 95, selon ses propres paroles, avait pour but de mettre en œuvre les directives 7 et 7.1, qu'il avait rédigées toutes les deux. Il savait que le bataillon néerlandais était affaibli, il savait que la population mourait de faim et était misérable. Voilà ce qu'il savait avant même d'être parti. Et supposons, là encore au fin de la discussion, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, que le général Miletich n'ait eu aucun contact avec le poste de commandement pendant qu'il se trouvait en permission du 7 au 11 juillet. Et je pense que tout ce que nous avons appris concernant le général Miletich, son éthique de travail, la façon dont il se consacrait à ses tâches, à ses fonctions, à l'effort de guerre, et avec les moyens de communication qui étaient à sa disposition, d'après même ce qui a été dit dans les témoignages et dans les arguments présentés par la défense, entre le poste de commandement et Belgrade, tout ceci nous dit bien entendu que le général Miletich était resté en contact avec le poste de commandement lorsqu'il était en permission. Mais quoi qu'il en soit, en tout état de cause, au fin de la discussion, quelle est la première chose qui va se passer dès qu'il sera de retour au poste de commandement le 11 juillet? Il va rendre compte au général qui a le plus d'ancienneté sur place, à savoir le général Gvero. Tout comme le général Milovadovic lorsqu'il sera revenu le 19. Et il est tenu, il a le devoir de recevoir un rapport complet. Et s'il ne l'a pas encore appris directement par les nouvelles, en regardant la télévision, il va l'apprendre. Il va apprendre que Mladic est à Srebrenica. Il va apprendre que le drapeau serbe flotte sur le clocher de l'église. Il va savoir qu'ils ont lancé cette opération massive, une mobilisation monumentale des ressources, de
cars, de camions, de carburant, l'un des éléments stratégiques les plus importants du point de vue stratégique, et bien entendu, il va apprendre toutes les nécessités de divers types qui existent. Le mémoire Miletich, à la page 211, paragraphe 489, affirme que tandis que le général Mladic déployait les officiers à Potocari, y compris certains qui appartenaient à l'état-major principal, le général Miletich se trouvait à Cernarieka et effectuait ses tâches habituelles sans être mêlé aux événements de Srebrenica et ou Potocari. Fin de citation. La position de l'accusation est que les éléments de preuve ont démontré que le général Miletich ne pouvait pas être en train d'accomplir correctement ses tâches et ne pas être mêlé et au courant de cette situation telle qu'elle évoluait et des nécessités incroyables qui pesaient sur les ressources de la VRS pendant cette période. Bien entendu, il reçoit des renseignements, des informations, et bien entendu, il transmet cela au président Karadzic. Et rappelons-nous ce que le colonel Turkolia a dit. Lui, tout au moins, a toujours attendu, espéré que le président Karadzic lirait ses rapports. Il s'y attendait toujours. C'était des documents importants contenant des renseignements importants. Sur la question du carburant, je voudrais relever qu'à la page 137, au paragraphe 315, le mémoire Miletich affirme que la Fort Pronu, en fait, disposait de 30 000 litres de carburant dans ses propres locaux au cours de cette opération, et cite la déposition du colonel Trisic de la brigade de Bratunac. Donc ceci ignore et fait fi complètement de la déposition du colonel Franken, que l'on retrouve à la page 2492 à 2493 du compte-rendu, et lors du contre-interrogatoire, ajouterai-je, selon lequel la VRS a avancé le carburant nécessaire pour les transports de l'ONU, parce que, comme les preuves l'ont attesté de façon considérable, les Néerlandais ne disposaient pas de 30 000 litres de carburant. Il faudrait méconnaître une foule de dépositions d'éléments de preuve contraignantes pour parvenir à la conclusion que le bataillon néerlandais disposait d'une quantité telle de carburant à ce moment-là. Pour finir, je voudrais vous parler de ce qui est dit dans le mémoire Miletich, où il est question de toute vapeur en avant, le message intercepté que l'on trouve à la page 245, où on développe l'argument selon lequel le plan de Gepa avait été conçu à Bratunac le 12, donc ça n'a aucun sens de dire que le général Miletich avait une connaissance qui allait pouvoir aider qui que ce soit à ce moment-là, dans cette conversation, quand cette conversation a eu lieu. Je voudrais simplement faire remarquer que, tout simplement, le fait est que la situation sur le terrain était en pratique et matériellement différente le 17 juillet par rapport à ce qu'elle était le 12. Je ne peux pas dire les choses plus simplement que cela. Ça n'était plus le 12 juillet. Ils avaient eu à faire face à des combats féroces. La réalité sur le terrain, comme le savait le général Miletich, avait changé de façon importante au cours de ces 5 jours. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, l'accusation ne vous demande pas de condamner ou de reconnaître la culpabilité du général Miletich pour avoir été le chef
des services d'opération et de la formation, l'administration chargée des opérations et de la formation, ou d'avoir représenté ou remplacé le chef d'état-major ou son adjoint à l'état-major. Nous vous demandons de reconnaître la culpabilité du général Miletich parce qu'il a, en connaissance de cause, participé à ce plan commun de transférer, d'expulser par la force les populations musulmanes de Srebrenica et de Jepa, que vous le considériez comme étant l'âme de l'armée, le centre nerveux, la courroie de transmission. Les éléments de preuve ont prouvé au-delà de tout doute raisonnable que le général Radivoje Miletić est resté et a choisi de rester au cœur de cette entreprise criminelle commune, de façon à chercher sans cesse à déplacer la population musulmane des enclaves orientales, comme les éléments de preuve l'ont démontré et ont montré qu'il y avait fortement contribué. Nous vous demandons de rendre un verdict de culpabilité pour tous les crimes pour lesquels le général Miletich a été accusé. Passons maintenant au général Gvero. And again, along the lines of Là encore, cherchant plutôt à répondre plutôt qu'à répéter nos arguments, je souhaiterais apporter des éclaircissements sur un certain nombre de déclarations erronées qui, je pense, méritent qu'on s'y attarde. La mémoire soutient qu'il n'y a pas d'éléments de preuve selon lequel le général Gvero ait rencontré Mladic en 1991. Non, excusez-moi, le mémoire soutient que la première fois que le général Mladic et le général Gvero se sont réunis, c'était en 1991, mais il n'y a aucune preuve de cela. Ceci, en fait, n'est manifesté par aucun fait ou aucun élément de preuve. À la page 109, paragraphe 38, rien ne prouve que les discussions qui auraient eu lieu, qui sont contenues là, autant que je puisse voir, auraient eu lieu. En plus, il y a diverses citations de la propre déclaration du général Gvero, qui va très bien, sauf qu'elle n'étaye pas les affirmations qui sont énoncées dans le mémoire. Donc là encore, voilà des faits qui sont allégués, mais qui ne trouvent aucune base probante dans ce compte-rendu. Et je voudrais donc maintenant passer aux deux réunions qui sont évoquées dans le mémoire, là aussi pour essayer de corriger une citation quelque peu erronée au paragraphe 110, dans la page 110, paragraphe 39. Il y a une question de deux rapports qui tous deux ont à voir avec des réunions entre le général Smith et divers officiers de la VRS, le 22 et 25 août 1995. Il s'agit des numéros de pièces PO 2949 et PO 2950 respectivement. En ce qui concerne la réunion du 22 août, le mémoire Gvero suggère que le général Gvero n'était pas invité. Toutefois, il n'y a aucun élément qui prouve qu'il était invité. En fait, il est clair que seuls les officiers de la VRS qui se trouvaient là localement ont assisté à cette réunion avec le général Mladic et qu'il n'y avait pas d'autres généraux de la VRS ou pas d'autres généraux de la VRS sur place. En ce qui concerne la réunion du 25 août, le mémoire rend compte clairement que qu'à cette réunion, le général Mladic n'était pas accompagné par tous ses commandants, comme l'énonce le mémoire plus tôt. Ce sont seulement les généraux Gvero et Tolimir
qui commence à se mettre à l'œuvre avec le général Smith et le général Mladic, comme le rapport en rend compte. 226, paragraph 320. À la page 226, au paragraphe 329, on trouve une citation d'un article de journal. Pour autant que je sache, cet article apparaît pour la première fois dans ce mémoire de la défense et n'a jamais figuré sur une liste de pièces à conviction et n'a jamais été présenté. On me corrigera si je me trompe, mais je prie instamment la Chambre de lui attribuer la valeur probante qu'elle mérite. L'auteur du mémoire, je crois également, cite de façon sélective la déposition du général Milovanovic, et on trouve ceci dans le mémoire au paragraphe 135, à la note de bas de page 291. Il est suggéré que le général Guerrero n'était pas membre du collégium, mais méconnaît la déposition du général Milovanovic. L'interprète surprend, mais méconnaît la déposition du général Guerrero selon laquelle Milovanovic reviendrait avec, entre guillemets, tous ses assistants. Fermez les guillemets. Je voudrais maintenant revenir un instant aux mémoires, le président. Le compte-rendu à la ligne 15 et 14 a besoin d'être corrigé, je crois. Je cite, mais méconnaît non pas la déposition du général Guerrero, mais la déposition du général Milanovic. Et ensuite, si je vous ai bien entendu, vous avez ajouté que le général Mladic reviendrait avec tous ses assistants. Monsieur Tailleur, je me suis peut-être mal exprimé, mais j'ai peut-être fait une erreur, Monsieur le Président. Président, non, vous n'avez pas fait d'erreur, c'est au compte-rendu. C'est ça que vous avez dit. Vous vous êtes référé à la déposition de Milovanovic, en ce sens que, d'après lui, le général Mladic reviendrait avec tous ses assistants. Monsieur Tailleur, et que les réunions, tous ses assistants y participeraient. Oui, Monsieur le Président. Le Président, bien. Monsieur Tailleur, maintenant je voudrais revenir à ce qui est dit dans les mémoires par le colonel Kingory, la façon dont il envisage et décrit la situation. Nous avons une première fois vu le colonel Kingory sur la vidéo présentée au procès, puis on l'a vu le 12 environ le 13 à Potocari, qui s'employait à aider le plus possible, à pousser, insister, poser des questions, poser des problèmes que quelqu'un devait poser. Qu'est-ce qui se passe là-bas, dans cette maison? Ça ne va pas, c'est pas bon. La personne que vous voyez s'activer ainsi, c'est colonel Kingory. Et même dans la nouvelle vidéo de Potocari qui vient d'entrer en notre possession, si vous regardez attentivement, vous voyez que du pain est en train d'être distribué le 12 en plus du colonel Popovitch. Pendant un moment, vous voyez Joseph Kingory. Vous avez lu ces rapports des observateurs militaires de l'ONU, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, qui ont été rédigés au milieu de toutes ces horreurs dont il a été le témoin, dont il a fait l'expérience à Srebrenica, avec ce flux de réfugiés terrifiés jusqu'à Srebrenica. Et ensuite, cette période qui a duré 2 jours, His courage was challenged. Son courage a été mis à l'épreuve par des tireurs isolés, anonymes,
dans le rapport NIOD. Et pourtant, j'ai dû lui montrer la documentation qui parlait de son courage et de l'exactitude de ses souvenirs. Est-ce que vraiment, y a-t-il quelqu'un qui vraiment suggère que Joseph Kingori avait à faire face à ces obus et que le colonel Franken n'a pas dit à ses soldats d'arrêter de compter parce qu'on était arrivé au chiffre 150 ou 200 ou quel qu'il ait été? Est-ce que quelqu'un est vraiment en train de suggérer que Joseph Kingori n'a pas vu et n'a pas entendu et n'a pas exactement rendu compte de ce qui se passait dans ce rapport contemporain, désespéré, horrifié et en fin de compte tragique, parlant des larmes qu'ils avaient dans leurs yeux? L'argument concernant le pilonnage au tir d'artillerie dans le mémoire Gvero, à la page 152, paragraphe 173, puis à la page 153, note de bas de page 65, porte une partie de la déposition qu'il vous faudrait méconnaître concernant le pilonnage et les tirs d'artillerie, et c'est présenté dans notre mémoire au paragraphe 283, note de bas de page 666 à 668. Joseph Kingori left this courtroom Joseph Kingori a quitté cette salle d'audience après vous avoir donné une impression de ce qui s'était passé sur place. Sur ce même sujet des tirs d'artillerie, des pilonnages, je dois faire remarquer que dans le mémoire Gvero, aux pages 163 à 164, paragraphe inaudible, il n'est tout simplement tenu aucun compte de la déposition du lieutenant Egbers, à savoir qu'il était présent au moment des tirs, lorsqu'il s'est déplacé d'un endroit à un autre. Il a été suivi. Je passe maintenant aux menaces du général Gvero et de la pression qu'il a exercée sur les généraux Nicolai et Gobillard. Let there be no mistake about Ne faisons pas d'erreur à ce sujet. Le général Nicolai est demeuré ferme sur le fait que c'était la conversation qu'il avait eue le 11 juillet à 16h10 avec le général Gvero, combinée avec les autres menaces que le bataillon néerlandais recevait, qui a conduit l'Organisation des Nations Unies à interrompre son appui aérien ce jour-là. course, General Guevara. Bien entendu, le général Gvero était au courant de ces autres menaces. Il fallait bien qu'il les connaisse. Bien sûr qu'il savait que le bataillon néerlandais était pris pour cible. Je ne répéterai pas les arguments qui sont présentés dans notre mémoire à ce sujet. Le document 6D00207, l'avertissement donné par Gvero au corps de la Drina pour que les membres de la Force Pronu soient traités de façon décente. Ceci, en fait, manipulé par la défense, dit le contraire. Il parle de sa reconnaissance, de ce qu'il disait en public et du fait qu'il disait que qu'il y avait des mensonges de la Force Pronu. Je vous épargnerai la citation de cette pièce,
mais ça n'avait pas l'intention d'être un geste humanitaire à l'égard de la Fort-Pronu, comme le document lui-même l'atteste. Il y a là des objectifs multiples pour traiter la question de cette manière. Alors, il se peut que le colonel Fortin ait dit dans sa déposition que la décision a été prise de mettre fin aux frappes aériennes au moment où le général Guerreau et le général Gobillard se sont entretenus. Mais le général Guerreau ne savait pas cela. Et c'est la raison pour laquelle il a commencé la conversation en reconnaissant dans cette conversation que le général Gobillard disposait encore d'un appui aérien proche à tout moment. Et le général Guerreau répète que la décision d'utiliser un appui aérien rapproché était irrationnelle et il édulcore sa menace un petit peu, mais son intention est claire. Il veut faire en sorte que ces avions ne soient plus dans cet espace aérien. Il ne sait pas que l'ONU va les rappeler. Donc, lorsqu'il parle à nouveau à Gobillard, il souligne à maintes et maintes reprises que l'appui aérien ne doit pas être continué. Et il dit que si les soldats de l'ONU ne prennent pas des mesures immédiatement, ils seront en sécurité, et il caractérise l'appui aérien de la veille comme une erreur fatale. Il est important de noter ce qu'a fait Fortin. Il n'avait pas eu l'impression au cours de cette conversation que le général Guerreau avait été mis en touche ou marginalisé en aucune manière, et je pense que les éléments de preuve ont prouvé de façon concluante que cette idée selon laquelle le général Guerreau avait été quelque peu mis au vert ou mis dans un coin quelque part en 1995, tout simplement ne tient pas. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les juges, il ne saurait y avoir aucun doute raisonnable selon lequel la menace de Guerreau a incité le général Guerreau et Gobillard à décider de suspendre l'utilisation des moyens aériens de l'OTAN pour stopper l'avance serbe vers Potocari. When you have the most senior Quand l'officier de la VRS, le plus gradé, le plus ancien, le général Guerreau, qui fait une déclaration telle que celle-là au général Nicolai, le 11 juillet, au cours de cette conversation téléphonique de 16h10, les choses doivent être prises au sérieux, et il sait que ça va être pris au sérieux. Et ça l'a été. Il est évident que cette conversation et les menaces du général Guerreau ont contribué de façon très importante pour que le général Nicolai et le général Gobillard prennent la décision de suspendre l'appui aérien. and what we have in the brief Et nous trouvons dans le mémoire ce qui vise à destituer le général Nicolai. Je dois le dire, je crains que c'est une accusation personnelle absolument infondée contre lui. at page 120, paragraph 8, I quote, À la page 120, paragraphe 8, je cite guillemets, comme beaucoup de la Fort-Pronu, peut-être pour des raisons très bonnes, mais la question ne se pose pas dans le présent procès, et par il veut dire le général Nicolai, n'était pas très en faveur des Serbes de Bosnie en général et de leur direction militaire en particulier, leurs dirigeants militaires en particulier. Fin de citation. Il n'y a pas la moindre preuve dans le dossier
qu'il y ait eu une quelconque partialité ou des préjudices, quels qu'ils soient, de la part du général Nicolai. Rien d'autre que ces mots par lesquels le Conseil le suggère. Mais on continue à développer cela dans le mémoire. À la page 180 au paragraphe that Nikolai claimed that 232, à savoir que Nicolai aurait soutenu qu'il n'était pas personnellement l'objet de pression au cours de cette période. Et je pense que nous pouvons attribuer à l'orgueil d'un général rien de plus, mais les éléments de preuve ont prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que les pressions qui ont été exercées sur lui et le général Gobillard au cours de ses conversations avec le général Guerrero ont eu un effet évident et énorme et ont contribué de façon très importante à ce que l'entreprise criminelle commune puisse expulser la population musulmane. Le mémoire Guerrero conteste également la conversation interceptée et enregistrée entre le général Guerrero et le président Karadzic. Il y a deux de ces conversations interceptées et enregistrées qui suivent une conversation entre le général Guerrero et le général Nicolai, et vous en souviendrez sans doute, dans leur mémoire, la défense de Guerrero consacre un certain temps à contester la déposition du témoin PW 145 en visant à discréditer le fait qu'il connaissait en fait un certain nombre de choses en that his understanding was that General Guerrero on the 11th disant que cela a été controuvé. Le témoin P145 a dit dans sa déposition qu'il avait compris que le général Guerrero, le 11 juillet, était le seul officier supérieur à l'état-major général. Et la conversation enregistrée contient le membre de phrase, entre guillemets, au commandement suprême. Le témoin PW 145 a dit dans ses dépositions qu'il n'était pas sûr de ce qu'était la différence. Quant à savoir s'il savait quelle était la différence entre le commandement suprême ou l'état-major principal, a parlé à Tcherniaka, il savait que c'était le quartier général de la VRS. Et c'est cela qui est important. Et il avait raison. accuses him of being concealed. Dans le mémoire de la défense, il est accusé d'avoir admis dans sa déposition qu'il n'avait rien consigné par écrit, dont il n'était pas sûr, et je ne vais pas insister, je ne vais pas m'attarder sur la conversation interceptée, parce que qui sait combien de mois, opérateur après opérateur, vous ont dit, bon, si ça n'est pas suffisant pour consigner par écrit quelque chose que nous ne pouvions pas vérifier dans les 6 jours suivant le dimanche, ou précédent dimanche. Si nous ne savions pas quelque chose, on ne l'écrivait pas, ou on écrivait qu'on ne savait pas avec un point d'interrogation. Ce qu'il a dit très clairement dans sa déposition, c'est qu'il a identifié la voix du président Karadzic comme étant l'autre correspondant, et ça devait être, comme vous l'avez entendu maintes et maintes fois, qu'il s'agissait donc d'un subordonné qui passait la communication, et que la communication était gardée, et plus d'une fois on pouvait entendre que la connexion était faite et que quelqu'un disait gardez l'appareil pour le président, attendez un moment, je vais passer le président Karadzic, ne quittez pas pour le général Mladic, ou qui que ce soit d'autre. Les éléments de preuve ont prouvé au-delà d'un doute raisonnable que par cet élément de preuve constitué par la conversation interceptée enregistrée, que cette méthode fonctionnait, qu'elle fonctionnait bien. Les références que l'on trouve au mémoire Guerrero à la page 197 et 201 ne nous aident pas. Elles essaient
Elle vise à discréditer le témoin PW 145 dans la conclusion qu'il a faite et qu'il entendait ou écoutait une conversation entre le général Guerrero et le président Karadzic, en comparant la transcription de cette conversation par rapport à la transcription de la bande magnétique enregistrée. Nous avons une bande enregistrée de cette conversation et le point essentiel que fait ressortir le mémoire, vous voyez, c'est que sur cet enregistrement, le transcription de l'enregistrement, il n'y a pas d'identification de Karadzic comme étant le correspondant qui appelle ou le participant, et qu'il n'est question que de X et d'Y dans la transcription. Il n'y a pas d'autres informations extérieures sur lesquelles le témoin P145 aurait pu écrire quelque chose à tort. Le problème, c'est que le texte transcrit par le bureau du procureur, par l'un de nos assistants linguistiques, en écoutant l'enregistrement, donc ceci ne constitue aucune preuve. Ce n'est pas un document du MOP, ce n'est pas un document de la BIH, c'est juste notre document. Alors je vous invite, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, à examiner des conversations interceptées aux fins de comparaison par rapport à ce que la défense vous a présenté dans sa tentative de suggérer que Guerrero, dans cette conversation, en fait, parlait à quelqu'un d'autre et qu'il appelait cette personne président, entre guillemets. Ils utilisent un exemple de conversation qu'il avait avec le professeur Kolievitch, où il se réfère à lui, je crois, comme, entre guillemets, vice-président, entre guillemets, professeur et, entre guillemets, président. Mais regardez, je vous prie attentivement ces conversations. Ce que vous noterez, je pense, c'est qu'il s'agit là de conversations qui sont amicales, qui sont des conversations entre amis, à bâton rompu à certains moments. Et la défense voudrait vous faire croire que cette conversation dont il est question, la conversation en question, est trop cordiale pour représenter en fait les relations très structurées entre le général Guerrero et le président Karadzic. Mais lorsque vous examinez sur ce point la conversation enregistrée, elle est brève, nette, polie comme elle devrait l'être, et rien de plus. C'est très différent de ce que la défense voudrait vous faire croire. Et ceci établit en plus que cet appel est bien avec le président Karadzic et non pas avec quelqu'un avec qui il a des relations amicales comme le professeur Kolievitch, où vous voyez que la conversation dure beaucoup plus longtemps et sur un enregistrement beaucoup plus long. Vous avez beaucoup entendu parler lors des dépositions de l'ordre du 13 juillet du général Guerrero visant à bloquer le passage de la colonne de musulmans. Vous avez beaucoup entendu parler de témoins qui tentaient de minimiser l'expérience au niveau de l'organisation des opérations et au combat du général Guerrero. Aucun élément de preuve ne laisse entendre que lorsque le général Guerrero a donné cet ordre, personne nulle part n'a dit « Attendez un instant, ceci nous vient du général Guerrero. Ceci est en dehors de sa compétence. Il n'a que commandé une section jusqu'à présent. Il s'agit de l'homme qui s'occupe du moral des troupes. » Lorsque cet ordre a été donné, cet ordre a été pris aussi sérieusement que le voulait la teneur de l'ordre. Le mémoire de Guerrero vous ferait croire que le général Guerrero était quelqu'un que l'on prenait à la légère sur un ton plaisantin. Le général Nicolai ne riait pas, le général Gobière ne riait pas et le général Jivanovic ne riait pas.
Go ahead, Mr. Tarrant. Le président, allez-y, Monsieur Tailler. Mais nous avions un petit souci technique. Monsieur Tailler, je vous en prie, Monsieur le Président. Lorsque le général Jivanovic a reçu cet ordre, il n'a pas hésité à exécuter cet ordre et à le transmettre quasiment mot pour mot. Et ceci n'a rien d'inhabituel, le fait que cet ordre soit transmis et donné au nom du général Gvero. Le général Mladic devait se reposer sur ses plus proches collaborateurs pour faire exécuter ce type de tâche. Le général Milovanovic ne pouvait pas faire tout cela tout seul, d'autant qu'il ne se trouvait pas au poste de commandement. Et à maintes et maintes reprises, nous constatons que les commandants adjoints, prenez le cas de Tolimir par exemple, qui agissent en dehors de leurs compétences clés, fournissant des propositions de combat ou des suggestions au niveau du combat. Regardez la pièce P00187, 13 juillet. Suggestion de combat P02 794 21 juillet. Le document portant sur les abominables armes chimiques qu'il serait approprié si nous bombardions les colonnes de réfugiés de surcroît. Il fournit également d'autres conseils à propos des combats. Et la défense de Mladic admet à la page 247, paragraphe 574, que les commandants adjoints pouvaient recevoir des tâches qui allaient au-delà de leurs compétences en tant que commandant de corps. La passe P 000186 du 21 juillet. Richard Butler, dans son témoignage, parle d'un autre ordre de combat de Tolimir. Encore une fois, ceci ne devrait surprendre personne que le PW 68 a témoigné lorsqu'il a reçu un ordre venant du général Miletic. Il avait compris que cet ordre donné par le général Mladic était un ordre donné au nom du général Mladic. Correction de l'interprète, témoin PW 168. C'est ainsi que fonctionnait l'état-major principal. Leur rôle consistait à soumettre des propositions et parfois, on leur donnait des tâches que tout officier était à même d'accomplir par le simple fait qu'il s'agit d'un officier. Je souhaite très brièvement aborder maintenant la vidéo portant sur Boksanisa. Je ne vais pas insister dessus car ceci figure dans notre mémoire. Le mémoire Gvero nous reprend dans le contre-interrogatoire et reprend les manquements ou ce qui n'a pas été évoqué par certains témoins. Avec bon nombre de ces témoignages, ceci ne concorde pas avec notre thèse qu'il y avait plusieurs jours. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que la proposition qui est avancée, à savoir que le général Gvero était là simplement parce qu'il ne pouvait pas communiquer personnellement avec le général Mladic pour lui parler des conditions extrêmes qui prévalaient en Krajina est quelque chose qui ne peut pas être pris sérieusement. Nous savons que le général Gvero était avec le général Mladic le 25 et assistait à une réunion en présence du général Smith. Vous avez vu la vidéo vous-même, mesdames, messieurs les juges.
le général Gvero était en train d'enlever l'étiquette d'une bouteille de bière et parlait avec Semyon Dounik, qui était le commandant ukrainien. Il parlait à Simon Hordulok. Il s'amusait bien avec Vinko Pandurevich, le général Karstich. Et le général Mladic est là pendant toute la durée de cette rencontre. Vous avez entendu des témoignages pendant le procès qui portaient sur ce qui a été décrit comme étant une relation difficile entre le général Gvero et le général Mladic. Vous avez entendu dire qu'il n'était pas toujours d'accord, que le général Gvero n'était pas d'accord avec le général Mladic. Un témoin a même dit que le général Mladic ignorait même tout ce que disait le général Gvero. Je crois que les éléments présentés dans cette affaire démontrent tout le contraire. Veuillez regarder, Madame, Monsieur les juges, la pièce P 04036. C'est une question de routine ici. Il s'agit de convois, de demandes de convois qui émanent de la Fort Pronu, le passage des hélicoptères et le général Mladic écrit à 3 endroits différents, sur 3 pages différentes. Tosho, Gvero, vos propositions, vos attitudes. Et ils recherchent activement leur contribution ainsi que leur aide. P027. 2757. Le général Gvero envoie une lettre au général Karadzic en déclarant un mot non couvert, celui qui, d'après lui, est son supérieur hiérarchique, et quels sont les ordres que lui suit sans faille pendant la guerre. Radko Mladic. P03998. Louange faite par Mladic du général Gvero, daté d'octobre 1995. Il est vrai qu'il passe en revue le travail du général Gvero qui va jusqu'en 1994 et il fait référence à l'opération Bukovac qui, d'après les preuves, montre que Terre-Nouveau a été libéré en 1994. Il ne peut pas expliquer pourquoi ce document est daté de 1995 parce que la date de son évaluation est différente. Il ne peut pas fournir d'explication sur ce point. Le général Gvero avait manifestement la possibilité d'être en désaccord avec le général Mladic. Et il pouvait le faire tout en gardant son poste. Je crois que les éléments de preuve dans cette affaire ont montré, compte tenu des anecdotes entendues sur la personnalité du général Mladic, que ceci ne pouvait pas arriver si on fait confiance et si on valorise cette personne. Encore une fois, on voit Gvero et Mladic côte à côte, à maintes et maintes reprises, réunion avec Smith au mois d'avril, rencontre avec le président Karadzic et Mladic 1er juin et juillet, août, réunion avec Mladic et Smith. Je ne sais pas s'il peut exister un doute encore dans l'esprit de quelqu'un que le général Mladic a pensé pendant... Si le général Mladic ne pensait pas que le général Gvero contribuait de façon significative à l'effort de guerre, c'est certain qu'il n'aurait plus été là. Ces témoignages que vous avez entendus à plusieurs reprises sur les désaccords, voire mêle de conflits entre eux, est simplement le signe de leur étroite collaboration. C'est souvent les gens avec lesquels on a une relation très intime et avec une relation basée sur la confiance que l'on peut être le plus
ouverts. Le général Milanovic, plus précisément, a refusé la suggestion faite par le Conseil de la Défense, à savoir que le général Glevero n'influait nullement sur le commandement. Ceci se trouve au compte-rendu d'audience, page 12249. Lorsque Mladic rencontre Smith, les Akashi, les Karadzic, lorsqu'il a besoin, en fait, de faire avancer les choses, il demande à Gvero et Tolemir de venir. C'est plus proches collaborateurs ou adjoints. The Gvero brief makes a number of Dans le mémoire de Gvero, on constate différentes affirmations à propos du général Gvero auxquelles je souhaite répondre. it refers to Ceci évoque toute la philosophie qui sous-tend le secteur chargé du moral des troupes qui s'efforçaient à avoir appliqué des qualité de spécialiste, une bonne discipline, le respect strict des règles d'engagement, le respect des droits humains, et qu'il était ridicule et que ceci diminuait l'autorité du secteur. En général, c'est Milan Gvero en particulier qui est visé. On fait état du général Gvero, de son engagement et de respect strict de la justice, de la discipline et du bon ordre. Il prétend que Milan Gvero était connu parce que c'était le seul homme bon de tout l'état-major principal. Et vous avez lu dans le mémoire que le général Gvero n'a jamais entendu parler de crime, même après que ces crimes aient été commis. Page 118, paragraphe 3. Vous vous souviendrez, Madame, Messieurs les juges, P01 33 4A, le 25 juillet 1995, la conversation téléphonique interceptée 09 50. General Gvero is Le général Gvero s'entretient avec un ami qui répond au nom de Shubara. Et Shubara dit à Gvero, je cite, « Je t'appelle pour te dire qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu fais là-bas, j'ai pas. Il ne faut pas laisser les choses ressembler à Srebrenica, parce qu'on parle du fait qu'il y a eu des massacres et qu'ils se sont laissés aller. » Et quelle est la réponse du général Gvero? Je cite, « Il mente, mon vieux, il mente. » Et il s'agit encore, comme c'est un spécialiste de la propagande, il ment même à son ami. Il dit un peu plus loin dans la conversation, et je cite, « Oui, c'est malin parce qu'ils nous ont vraiment critiqués à cause de Srebrenica. » Le général Gvero est tout à fait au courant de ce qui se passe à Jepa et lui dit exactement comment il faudra s'occuper du transport des civils pour qu'ils puissent quitter l'enclave. Et son ami répond à cela en disant oui, c'est malin parce qu'ils nous ont vraiment critiqués à propos de Srebrenica. Et la réponse de Gvero, et je cite, est celle-ci. Ils sont simplement en train d'inventer des choses. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils ne peuvent rien faire d'autre. Ils ne peuvent que mentir. Madame, Messieurs les juges,
Le général Guerrero s'est tenu devant vous et il avait l'occasion d'exprimer un véritable remords pour ces crimes abominables. A-t-il même reconnu qu'un crime ait été commis contre la population musulmane de Srebrenica ou Jepa? Il a dit quelque chose de l'ordre de « toute perte de vie humaine est tragique ». Et ensuite, il n'a pas pu s'empêcher de dire, tout de suite après, que pour parler d'un côté, et si on parle d'un côté et pas de l'autre, eh bien, ceci ne sert à rien. Lorsqu'il vous a parlé, Madame, Monsieur les juges, il ne pouvait même pas prononcer le terme de Srebrenica ou Jepa. Sa participation à l'entreprise criminelle commune afin de déplacer par la force les populations musulmanes de Jepa et Srebrenica était innombrable et significative, et nous vous demandons de le déclarer coupable des crimes qui lui sont reprochés. Le président, pour les besoins du compte-rendu d'audience, M. Van de Puy est maintenant dans le prétoire. Je suppose que c'est à vous de parler maintenant. Thank you. Good morning, Your Honors. Good morning, Counsel. Bonjour, Madame, Monsieur les juges. Bonjour, chers confrères et consoeurs. J'ai le privilège d'être devant vous aujourd'hui pour présenter le réquisitoire de l'accusation contre l'accusé Ljubisa Behara et Vujadin Popovic. Je vais m'efforcer de me limiter aux éléments de preuve qui lient directement ces accusés aux crimes qui leur sont reprochés dans l'acte d'accusation. Et je vais insister brièvement également sur certains des témoignages contre messieurs Behara et Popovic. Et dans la mesure du possible, je vais essayer d'éviter de présenter les arguments déjà proposés et avancés par l'accusation dans son mémoire très long. Entre messieurs Behara et Popovic, ils ont l'un et l'autre récusé tous les éléments contenus dans l'acte d'accusation, y compris les faits incriminés, allant du nombre de morts à leur propre identité, à l'identité de ces derniers, puisqu'il s'agissait de musulmans. Dans le cas de M. Behara, hormis le fait d'avoir admis qu'il était chef de la sécurité au sein de l'état-major principal de la VRS, l'équipe de la défense rejette dans sa totalité la thèse contre l'accusé. Et M. Popovic est un tout petit peu et conteste légèrement moins ces différentes charges. Ils sont en droit de le faire et la responsabilité leur incombe. Et c'est à
la responsabilité nous incombe de prouver les chefs de l'acte d'accusation au-delà de tout doute raisonnable. C'est une charge que nous acceptons, Madame et Messieurs les juges, et nous sommes confiants que les témoignages dans cette affaire prouvent complètement la culpabilité de M. Behara et Popovich. Eu égard aux infractions commises, aux crimes commis au-delà de tout doute raisonnable. Dans son mémoire, la défense Behara, au paragraphe 42, déclare en somme que l'accusation a, entre autres choses, manipulé les faits et les a présentés en dehors de ce contexte. Nous allons donc procéder au nivellement de ces allégations dans nos arguments, notre réquisitoire. Et d'après moi, il s'agit de quelque chose que l'on peut mettre en doute. Je suis simplement insisté sur 2 points. Tout d'abord, nous nous reposons entièrement sur et nous maintenons le compte-rendu d'audience dans ce procès. Nous savons que la Chambre de première instance a la capacité d'analyser tous ces éléments de façon indépendante, de les examiner de près et de délibérer de façon juste et de prendre en compte les faits qui ont été établis tels qu'ils figurent au compte-rendu d'audience. Et nous sommes confiants à cet égard, car nous savons quels éléments de preuve ont été présentés dans cette affaire. Le fait que M. Behara ait en réalité la culpabilité de M. Popovich indique que nous demandons leur condamnation pour les crimes commis qui sont très évocateurs et qui parlent d'eux-mêmes. Ce qui est encore plus important, Madame, Messieurs les juges, c'est qu'ils parlent d'eux-mêmes. Le mémoire de la défense, à savoir le mémoire de Behara, contient énormément d'arguments qui indique que Behara ne savait pas ou n'était pas au courant des crimes qui étaient commis. Je cite le paragraphe 494. Et ici, c'est quelque chose qui se fonde sur les 2 défenses principalement. Et ces 2 défenses sont liées. Il s'agit de défense d'alibi. Comme vous le savez, M. Behara affirme qu'il était à Belgrade dans le 13 et 16 juillet 1995. Et deuxièmement, c'est ce qu'on appelle la défense ID. Il affirme que les éléments indiquent dans cette affaire que ceci n'a pas été prouvé parce qu'il s'agit d'éléments infondés qui ont même été montés de toutes pièces. Il semble indiquer que c'est ainsi que les choses ont été présentées. Le défi d'alibi, la défense d'alibi qui a été présentée par M. Behara ne peut pas être retenue. Et ne peut pas être retenue pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que intrinsèquement, ceci n'est pas fiable, parce qu'on ne peut pas y croire. Et deuxièmement, même si ce n'était pas le cas, les témoignages et les conversations téléphoniques et les preuves documentaires, les témoignages de témoins oculaires rejettent ces allégations et établissent la culpabilité de M. Behara au-delà de tout doute raisonnable. Comme vous le savez, la défense Behara a cité à la barre 3 défenses d'alibi portant sur cette période. Ils ont appelé Mira Cekic, qui était un ami de la famille de Behara, M. Gavrilovic, également un ami de la famille, et Milan Korkez, un ami du fils de M. Behara, Branko Behara. Et ils sont amis depuis la terminale. Lorsqu'il a témoigné, on a pu entendre tous ces témoignages et on a pu entendre les souvenirs dont ils ont fait part et leur connaissance des événements sur lesquels ils ont témoigné. Je ne vais pas reprendre tout dans le détail la défense d'alibi parce que ceci est mentionné en partie dans le mémoire de l'accusation. Mais je souhaite vraiment insister sur quelques points de ces défenses d'alibi parce que ceci souligne vraiment le caractère incroyable et difficile à croire de la thèse avancée par de la défense d'alibi. Et donc, Svetlana Gavrilovic a indiqué dans son témoignage avoir rencontré M. Behara et sa femme dans la maison du maire Cekic le 14 juillet. Elle a prétendu, entre autres choses, qu'elle se souvenait de détails. Si vous vous souvenez, le jour anniversaire d'une fête chez M. Behara, 15 jours avant de venir témoigner dans cette affaire. Elle a témoigné sans qu'on le lui demande, sans que personne ne lui demande de se rafraîchir la mémoire, sans qu'on
lui demande, et très honnêtement, elle avait une raison valable pour se souvenir de ces détails et qu'elle a raconté au juge de la Chambre. Et ce qu'elle a fait était quelque chose de tout à fait remarquable et incroyable. Elle se souvenait de cet anniversaire de 93. Elle se souvenait de comment M. Béara était habillé. Il portait un t-shirt blanc avec quelque chose dessus. C'était en fait un ras de cou qu'il portait et non pas un t-shirt en V. Elle a témoigné là-dessus. Elle se souvenait de ce qu'il portait aux pieds. Elle se souvenait qu'il portait des pantoufles. Et oui, elle a pu nous dire de quelle couleur étaient ces pantoufles. Elle nous a dit que ces pantoufles étaient bleu foncé. Elle se souvenait de cela et cela remontait à 1993. Ensuite, dans son témoignage, elle a parlé de 1995, d'un anniversaire datant de cette année-là. Et elle a donné le même niveau de détail par rapport à cet anniversaire de 1995 également. Elle a pu nous dire à cette occasion-là quelles chaussures il portait et de quelle couleur ces chaussures étaient. Il nous a dit que les chaussures étaient noires ce jour-là, y compris d'autres détails concernant la Libye. Elle nous a parlé du moment où Béara est venu chez elle pour réparer son fer à repasser. Elle se souvient de ce qu'il portait ce jour-là également. À cette occasion-là, il est venu et elle a dit qu'il portait un manteau bleu marine. Il a enlevé son manteau. Réponse est oui. Elle se souvenait de ce qu'il portait sous son manteau. Ce qu'il avait sur sa chemise et son pull vert. Elle se souvenait. Lorsqu'elle a parlé de la réunion organisée par la Défense, qui était moins récente, et l'enquêteur de la Défense, M. Stanic, concernant son témoignage, elle a répondu les éléments suivants. Il s'agit du compte-rendu d'audience. 24 171, lignes 9 à 20. C'est M. McCloskey qui lui pose la question. Donc, il y a 1 ou 2 mois, en mars ou avril, M. Stanic vient vous voir et vous pose des questions sur ce sujet important. Vous savez que M. Béara était à La Haye. Vous savez quelque chose à propos du génocide et du meurtre en masse. Vous ne pouvez pas nous donner la date à laquelle il vous a contacté, M. Stanic. Vous ne pouvez même pas me citer le mois. Réponse, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas. Lorsqu'on insiste, elle dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas vous donner la date. Je ne me souviens pas. Je ne connais pas la date. Vous souvenez-vous du mois? Réponse, c'était peut-être au mois d'avril ou dans le courant du mois d'avril, courant du mois de mars, lorsque j'ai rencontré M. Stanic, dans les environs, ou à peu près. Question, quel jour? Réponse, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. J'estimais que la date n'était pas importante, qu'il était inutile que je m'en souvienne. C'est à peu près la seule chose crédible qu'elle ait dite pendant son témoignage. Pourquoi quelqu'un se souviendrait-il de tous les détails qu'elle a cités à propos de ce que M. Béara portait en 1993 ou ce qu'il portait en 1995 ou ce qu'il portait lorsqu'il est venu réparer son fer à repasser? Pourquoi quelqu'un retiendrait-il ces éléments-là? En réalité, c'est que personne ne retiendrait cela. C'est quelque chose qu'elle a inventé toute pièce parce qu'elle savait que personne ne pouvait vérifier cela. Elle savait que ceci ne pouvait être vérifié par personne. Et il y a une chose dont elle n'était pas sûre, qui pouvait être vérifiée, eh bien, elle ne se souvenait pas. Et c'était, en fait, l'événement le plus récent qui avait trait à M. Béara avant son témoignage. La Chambre devrait rejeter ce témoignage parce que ce témoignage ne vaut pas la peine d'être considéré et d'évaluer ce témoignage par rapport aux charges retenues contre M. Béara. Milan Kerkesh a témoigné qu'il était jeune homme,
qui était bon ami avec le fils de M. Béhara. Il travaillait, il était charmant et on pouvait dire qu'il était sincère. Lorsqu'il témoignait à la Chambre de première instance, il a témoigné de leur voyage au Monténégro avec ses amis. Il a montré des photographies, il nous a parlé de ses amis, qu'ils ont passé de bons moments avec des filles, etc. Il a témoigné qu'il est allé au domicile de Béhara le 14 juillet. Il a vu M. Béhara là-bas, dans son domicile, dans sa maison. Branco lui a dit que c'était l'anniversaire de M. Béhara et d'après les propos de M. Kerkes, ils sont partis le lendemain, ils ont pris l'autocar pour aller à Petrovac. Bien sûr, pour ce qui est de son histoire, il y a des points faibles. Vous allez vous rappeler que M. Kerkes a témoigné qu'il était rentré de Petrovac après 2 semaines exactement. Il a dit que c'était un samedi, exactement 2 semaines après. C'est ce qui figure au compte-rendu de témoignage à la page 24-941, ligne 23 à 24. Il a dit qu'il était revenu parce qu'il devait aller suivre un stage le lendemain, c'est-à-dire lundi. Il a dit plus tard, et je vais vous lire cela dans le compte-rendu à la page 24-955 jusqu'à la page 24-956, la question était comme suit. Bien, lorsque vous êtes rentré des vacances, vous êtes parti pour suivre une formation, un entraînement de volleyball, n'est-ce pas? Réponse, nous sommes arrivés pendant le week-end. J'ai pris un jour de congé et mon entraîneur a commencé donc les préparations parce qu'il avait le même système le 1er septembre, puisque le 1er septembre était un jour de week-end. Nous allons commencer lundi et en vue de la compétition qui devait se tenir peu de temps après, nous allons commencer nos préparations pour la compétition le premier lundi après le 1er septembre. Bien, est-ce que vous avez dit à M. Stojic ou M. Stojic que votre entraîneur était Pera Lazarevic? À M. Stanic, je vais reprendre. Réponse oui, question. Vous avez dit que vous avez commencé l'entraînement le 1er septembre. Vous avez dit cela également à ces personnes. Réponse le 1er août. Question, le 1er août? Réponse oui. Oui, j'ai dit cela. Est-ce que cela paraissait raisonnable et concluant? Mais en fait, ce n'était pas exact, ce n'était pas la vérité, parce que le 1er août, il n'était pas... le 1er août, ce n'était pas un jour de week-end, ce n'était pas un samedi ni un dimanche, ce n'était pas un lundi non plus. Le 1er août tombait exactement au jour qui coïncidait au jour 3 semaines après la chute de Srebrenica, c'est-à-dire après le 11 juillet. C'est un mardi, ce jour-là. Pourquoi cela est important? C'est important parce que l'histoire de M. Kerkes, pour ce qui est de la date de son retour et pour ce qui est de ses activités qui ont suivi, pour déterminer la période de temps pendant laquelle il n'était pas là, a un lien avec la période pendant laquelle l'entraînement a commencé, parce qu'il a dit que son entraînement a commencé un lundi parce que le 1er jour du mois, c'était le 1er jour du mois de septembre. Il a dit ainsi, mais il a pensé au mois d'août parce que c'était un jour qui tombait pendant un week-end, mais cela n'a pas été vrai parce qu'il a commencé son entraînement le 1er lundi après le 1er août et c'était le 7 août. Et si il avait commencé son entraînement ce jour-là, il n'a pas pu partir à la date qu'il a mentionnée. Et s'il était parti à la date qu'il a mentionnée, il ne s'agit pas d'un témoin fiable pour ce qui est de la défense d'alibi présentée par la défense. Parce qu'il ne s'est pas trompé seulement pour ce qui est de la date, Monsieur le Président, il s'est trompé
Et il n'a pas raison, il a tort pour ce qui est de l'histoire tout entière concernant cette date. Il nous a fourni une explication pour dire pourquoi il savait qu'il s'agissait d'un lundi. Il savait qu'il s'agissait d'un lundi parce que le premier est tombé sur un week-end et en fait, ce n'était pas le cas parce que tout ce qu'il nous a dit par rapport à ses souvenirs de ces événements est quelque chose qui est monté de toutes pièces. Et de façon ironique, M. Kirkes a dit qu'il croyait que les enquêteurs de la défense lui ont posé des questions pour ce qui est de cette affaire parce que parmi ses amis, il était donc la personne qui se souvenait le mieux des événements pendant les vacances, si vous vous rappelez de cela. En fait, il ne pouvait pas se souvenir ni de l'adresse, ni de l'appellation de l'endroit où ils sont descendus, où ils sont restés. À l'époque où il témoignait dans cette affaire, il avait été déjà à 3 reprises à cet même endroit, une fois en 1995, encore une autre fois en 1995, d'après son témoignage, et encore une fois, donc la 3e fois en 1996. Et lorsqu'il a témoigné ici, il ne pouvait pas se souvenir de l'adresse de cet endroit. Il ne pouvait pas se souvenir du nom de la rue où se trouvait cet endroit. Il ne pouvait pas se souvenir du nom du propriétaire de cette maison ou de la personne par le biais de laquelle il a fait la réservation. Il ne pouvait pas se souvenir de la date ni du jour de la semaine où M. Sanic lui a téléphoné pour le rencontrer avant son témoignage, mais il a avancé qu'il pouvait se souvenir de toutes les circonstances pour ce qui est de ses vacances, mieux que Branko Behara. Et vous allez vous rappeler la raison pour laquelle Branko Behara, d'après M. Kirkes, était en mesure d'aller à ses vacances, et c'était parce que son père était venu chez lui pour son anniversaire. Il lui avait donné de l'argent et c'est comme cela qu'il était en mesure de partir en vacances. Branko Behara donc pu partir en vacances avec son ami, d'après Kirkes, et c'est parce que seulement parce que il s'agissait de l'anniversaire de son père. J'aimerais vous lire une partie du compte rendu à la page 24 946, page 8 à 20, ligne 8 à 20. Bien, vous lui avez parlé de ses vacances, n'est-ce pas? Réponse avec Branko, question oui. Réponse, comme je l'ai dit, de temps en temps, nous avons parlé de ses vacances et après avoir parlé avec le conseil, nous n'avons pas en discuté beaucoup par la suite pour une raison. Il a pu remarquer que j'étais en mesure de me souvenir de beaucoup de détails. Il a probablement donné mon numéro de téléphone à ce conseil, à cet avocat qui m'a appelé. Question, après avoir discuté là-dessus avec lui, quels étaient les détails dont vous vous êtes souvenu et qu'il ne peut pas se souvenir, par exemple, réponse par exemple, la date de notre départ, il ne pouvait pas se souvenir de cela. Question, il ne se souvient pas de la date à laquelle vous êtes parti. Réponse non, il ne se souvient pas de la date. Je me souviens, je suis certain que vous allez vous souvenir, comme j'ai déjà dit, de toute cette histoire expliquant pourquoi Branko était en mesure de partir en vacances, et ils ont parlé de ce voyage peu avant le témoignage de M. Kirkes. Kirkes a compris tout de suite que cela n'était pas plausible, parce que si la seule raison était pour Branko Behara d'être en mesure de partir en vacances, ça a été l'arrivée de son frère à son domicile et le fait qu'il lui a donné de l'argent et qu'ils ont discuté de cela plusieurs mois avant ce témoignage. Il est inimaginable que Branko ne puisse pas en mesure de se souvenir comment il était parti en vacances et que sa réponse n'aurait pas eu de sens aucun, et cela aurait complètement miné son témoignage et sapé l'exactitude de ses propos. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a changé sa réponse ici, et je sais que la Chambre de instance a pu remarquer cela. La défense Behara également avance que cette
à Libye est étayé par les entrées dans le journal de Boba Djordjevic pour ce qui est de Miloš Tomović. Et ils disent qu'il est logique de conclure de tout cela que Tomović donc, a conduit Beara à Belgrade ce matin-là, au moment où lui et Djordjevic, le 13 juillet, ont été arrêtés par les membres de la police militaire. Maintenant, je ne sais pas pour ce qui est de ce type de logique et à quel point cette conclusion est logique, mais je ne vois pas que dans les moyens de preuve, dans le dossier de cette affaire, des moyens de preuve disant que Tomović a conduit Beara à Belgrade, tout simplement, il n'y a pas de moyens de preuve solides pour démontrer cela. Et j'avance devant la Chambre de première instance, comme je l'ai déjà dit, que tous les moyens de preuve et témoignages de Libye pour Beara ne sont pas fiables et ne sont pas crédibles. Et c'est encore ce qui est encore plus important dans toutes ces défenses de la Libye, c'est des témoignages de la Libye n'ont pas réussi à refléter, exprimer la vérité pour ce qui est de l'endroit où se trouvait M. Beara entre le 13 et le 16 juillet 1995. La défense Beara également avance qu'il s'agissait d'une identification qui n'était pas fiable. Dans son mémoire en clôture, la défense argumente que tous les moyens de preuve pour ce qui est de l'identification contre M. Beara ont le produit soit d'un processus erroné ou des facteurs qui ont eu une influence négative sur l'exactitude et la fiabilité de ces moyens de preuve. Également, ils avancent que certains des témoins ont donc identifié de façon erronée Beara explicitement et de façon délibérée pour donc avec des motifs qui ne sont pas des motifs honnêtes. Et d'après les paragraphes 43 à 133 du mémoire clôture de la défense, et jusqu'au paragraphe 137, il est dit que ces témoins ont altéré les moyens de preuve, ont manipulé les moyens de preuve, les ont caractérisés de façon erronée pour éviter d'être inculpés eux-mêmes. Bref, il a été dit que M. Beara a été donc en quelque sorte sacrifié et qu'il y avait des charges retenues contre lui qui ont été montées de toutes pièces dans cette affaire. 4 témoins ont identifié M. Beara comme quelqu'un qui était autour de la ville de Zvornik et Bratunac, Nova Kasaba pendant la période concernant sa défense de la Libye. Pendant la période du 13 et 14 juillet, il a été identifié à peu près par 10 témoins. Ces témoignages ne peuvent pas être défragmentés ou être pris en compte comme cela. Ils doivent être donc regardés dans le contexte entier et dans la lumière de toute cette affaire, et parce que la vérité pour ce qui est de l'endroit où se trouvait M. Beara pendant cette période critique est très claire, et cela a été démontré pendant cette affaire. On a d'autres pièces documentaires, des transcriptions de conversations interceptées, des témoignages également. Vous avez entendu tous les témoins qui l'ont identifié, qui l'ont reconnu. Vous avez l'occasion de se pencher sur tous ces moyens de preuve, tous ces témoignages dans la lumière de tous les autres moyens de preuve dans cette affaire. Le témoin expert de la défense n'a pas pris en considération d'autres moyens de preuve. Les conclusions dans son rapport ainsi que dans son témoignage ne reflète cela exactement, c'est-à-dire il y a des points faibles, des manquements. Vous allez vous souvenir que quand il a été confronté avec l'accusation, il a admis qu'il n'a pas revu les déclarations de témoins, mis à part les 12 sélectionnées par la défense. Il n'a pas compris que M. Beara était apparu dans des affiches avec mandat d'arrestation. Et il n'a pas donc pris cela en considération lorsqu'il a parlé
du fait de savoir s'il s'agissait des processus d'identification appropriés ou pas, des photographies, etc., des tests d'identification. Vous allez vous souvenir qu'il a témoigné qu'il n'était pas en mesure de retrouver des photographies sur lesquelles M. Barra était sans lunettes parce que c'était important pour une application particulière et cela a influencé son jugement pour ce qui est des procédures appropriées d'identification des personnes. Et lorsqu'on lui a montré la pièce P03695, il s'agit d'un document imprimé sur Internet où on peut voir M. Béhara sans ses lunettes. C'était en 2004. Une chose qu'il a dit et qui était importante, et je pense que la Chambre de première instance devrait prendre cela en considération, c'est qu'il était plus facile de se souvenir des noms que des visages, et vous pouvez vous rafraîchir la mémoire pour ce qui est d'un nom en répétant une histoire pour faciliter la mémoire de ce nom. Et il a constaté que parfois il est difficile de se souvenir des visages. Et il a également dit que cela s'applique aussi à des personnes qui est, par exemple, une personne familière, pour ce qui est de la personne à être identifiée. J'aimerais brièvement rappeler la Chambre de certains des témoins qui l'ont identifié, ainsi que le contexte dans lequel ils l'ont identifié. Par exemple, Zlatan Čilanović, un officier un juriste de Bratunac, qui, le 10 ou 11 juillet, a mis Béhara devant le QG de Bratunac ensemble avec M. Popovic. Et dans la soirée du 13 juillet, après 21h, Čilanović a rencontré Béhara et a discuté avec lui à propos d'un grand nombre de prisonniers qui se trouvaient alors à Bratunac. C'était avec M. Béhara pendant qu'il faisait le tour de Bratunac. Il a il a surveillé la situation pour ce qui est de la sécurité des hommes musulmans et des garçons musulmans qui se trouvaient à bord des autocars partout dans la ville. Et ce qui est remarquable, c'est que alors que la défense avance que cela ne s'est jamais passé, également ils disent que Béhara n'avait pas d'intention génocidaire parce qu'il a parlé du transfert des prisonniers à Cladagne, et je ne pense pas que ces deux choses peuvent coexister. Et à l'époque où M. Béhara a discuté du transport avec Čilanović, il avait déjà rencontré Momo Nikolić au centre de la ville et il avait ordonné d'aller voir Drago Nikolić au QG de la brigade de Zvornik pour lui parler des détails concernant des milliers de prisonniers qui devaient aller à Zvornik et être exécutés là-bas. Après avoir dit à Čilanović que les prisonniers devaient aller à Cladagne, mais pourtant cela ne montre pas qu'il n'y avait pas d'intention de commettre des crimes. Cela montre la manipulation et un côté rusé. Et dans la commission interspéciale du 13 juillet, vous pouvez voir que Béhara a envoyé... il a été dit que Béhara a envoyé des prisonniers à Batković. Béhara n'a jamais arrangé ce transport. Cela n'a jamais arrivé. Vous avez ici donc des moyens de preuve en nature d'exculper. Vous avez un prétexte. Vous avez également, en tant que chef de sécurité de l'état-major principal de VRS, il est donc logique de conclure que M. Béhara a rencontré Čilanović pour parler des prisonniers. Čilanović a été directement impliqué dans ces choses et vous allez vous souvenir qu'il était impliqué à un événement concernant un prisonnier particulier, Rezic, qui a été chef de la
station du poste de police à Bratunac avant. Et vous savez que Regic était en détention au sein de la VRS et personne ne l'a plus revu. Članović connaissait Behara, il l'a décrit et il n'y a aucun doute raisonnable pour ce qui est de la véracité de son témoignage. Le témoin protégé PW 161 a également été appelé aux offices du SDS à Bratunac dans la soirée du 13 juillet où M. Behara lui a posé des questions pour savoir dans quelle mesure certaines machines et personnels étaient disponibles. Il a dit à PW 161 que tout cela est nécessaire d'être à la disponibilité parce qu'il y a beaucoup de cadavres qui devaient être enterrés. Et lorsqu'il est retourné au bureau du SDS, cette nuit-là, M. Behara lui a ordonné d'aller à ce site pour creuser la fosse. Et le lendemain, après certains problèmes pour ce qui est de cela, il a assuré PW 161 qu'une excavatrice serait en disponibilité pour aider à faire ce travail pour ce qui est de l'enterrement des victimes de Kravica, du massacre de l'entrepôt de Kravica. PW 162 a rencontré M. Behara dans la matinée du 14 juillet aux offices du SDS à peu près vers 9h30 dans la matinée et il est important que M. Behara s'est présenté en disant son nom et même d'après les témoins de la défense, il n'y avait pas de raison pour douter des souvenirs de ce témoin pour ce qui est du nom de M. Behara. À cette occasion-là, il y avait deux autres officiers de la VRS ensemble avec M. Behara qui ont commencé à parler au témoin protégé PW 162 pour ce qui est de la mise à la disposition de certains équipements d'une usine de briques. Y compris une chargeuse. Il y a des moyens de preuve dans cette affaire d'après lesquels même des co-accusés, Lubomir Borovchanin a identifié M. Behara comme étant le 12 juillet ou à peu près vers cette date. Il a dit qu'il avait vu M. Behara avec M. Deronic à Bratunac. Et c'est la pièce qui porte la code P0052. Ce sont les pages 76 jusqu'à 77. Le 13 juillet, il a vu M. Behara au QG de Bratunac. En parlant avec Miroslav Deronic à propos de quelque chose. Et à peu près après 20h le 13 juillet. Et d'après M. Borovchanin, Behara a insisté à ce que toutes les personnes capturées soient amenées à Bratunac et Deronic était catégoriquement contre cela. Et vous avez dans le dossier de cette affaire le témoignage de M. Deronic qui a dit que le 13 juillet, M. Behara lui dit qu'il est là-bas pour tuer les prisonniers. Le 14 juillet, il va dans l'usine de briques où il s'est confronté avec Behara et lui a dit de ne tuer personne. Et c'était après la réunion de M. Behara avec le témoin protégé PW 162 où il a insisté à ce que les équipements des engins du terrassement soient envoyés et les autres officiers, on leur a dit que l'équipement serait peut-être disponible pour eux dans l'usine de briques. Vous avez les témoignages de Momir Nikolic, le président. Je pense qu'il est, moment propice pour faire la pause. Monsieur Van der Pouille. Je vais aborder un autre sujet. Donc vous avez